Bel bonsoir, peuple, moi, je explique que vous êtes bien. Bienvenue à vous dans votre émission hebdomadaire. Première émission de l'année, du calendrier grégorien, je dirais. La santé. Je vous souhaite la santé, que cette année 2025 soit meilleure pour vous que l'année 2024. Tout plein de bonnes choses pour vous, pour débuter cette année. Donc là, c'est le début de votre émission. Tchou pour tête. Vous connaissez déjà le rendez-vous. Cherchez de nouvelles alternatives. L'émission basée sur la déconstruction, parce que c'est essentiel et c'est nécessaire. Et qui dit pour la première, ça me fait plaisir, il y a la team Tchou pour tête au complet. Saïdé à la team. Et notre invité que je vais présenter dans un petit instant. Saïdé à la team. On est là. Tranquille. Ça va bien, merci. Tranquillement. Oui, super. Et Kwanzaa. Non, la c'est fête pas de Kwanzaa. Non, Kwanzaa. c'était, je sais, du 26 au 1er janvier. Au premier, non, on dit que ça a existé, mais on n'a pas fait. On n'a pas fait. On fait un camping, tranquille. Ah, d'accord, ok, tranquillement. Il y a aussi Makaya. Oui, il y a Makaya également. Voilà. Dédicace à Kwaku, qui m'en parlait également. Alors, toi, tu étais en mode camping. Et toi, Audrey? Moi, j'étais tranquillement chez moi, vraiment avec la famille. Tant mieux alors. C'est important également. Donc, pour débuter cette année 2025, nous allons parler du changement institutionnel. On en parle depuis 2024. Il y a l'ancien président de la CTM qui en a parlé également lors de ses vœux. On constate également qu'au niveau des pouvoirs publics, des pouvoirs martiniquais, au niveau des élus, c'est compliqué. Parce qu'à chaque fois, nous sommes obligés de passer à 7000 km. Et nous pas, voilà, et il peut y avoir également ce changement institutionnel pour avoir davantage de pouvoir. Je ne mange pas sur ton introduction. tu vas la présenter dans un petit instant. Et pour cela, ce soir, nous avons un invité. Bonsoir, mon invité. Bonsoir. Si tu peux te présenter, s'il te plaît. Ok, donc on m'appelle Philippe Alain Hierou, et moi je m'appelle Aliba Barkenja. Parce que j'ai un professeur qui me disait toujours comment t'appelles-tu n'est pas comment t'appelles-t-on. Donc voilà. Aliba Barkenja, je suis chercheur, je suis auteur. Et comme tous les Martiniquais en ce moment, beaucoup en réflexion sur notre avenir et voilà, où on va là. Il y a un mouvement qui mobilise le peuple martiniquais depuis le mois de septembre. Et on est dans l'interrogation et en même temps on est dans le sentiment que le statu quo ne peut pas continuer. D'où l'intérêt de la question que l'équipe pose là ce soir, le changement institutionnel, parce qu'en fait c'est une question qui découle de la certitude que le statu quo ne peut pas aller plus loin, ne peut pas continuer comme ça. Qu'on dit ces mots-là, de l'eau dépasse les farines, et du coup... Mais bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, je force l'amour et puis courage tout peuple martiniquais dans le combat nous la camionner. Tout à fait. Ok, nous allons passer à l'introduction, je te remercie. Nous allons passer à l'introduction et puis nous allons commencer l'émission. Ok, on va faire juste un petit historique. Donc avant 1635, on vit selon le mode de vie des peuples autochtones, donc Kalina, Arawak. Il y a seulement des Taïnos qui sont passés, mais c'est principalement en tout cas les Kalina et les Arawak qui vivent sur l'île. À partir de 1635, du coup, commence la colonisation, du coup avec l'Inde des Nambucs qui arrivent et puis tous les autres colons justement qui vont débarquer. On va rester sous le statut justement de colonie, donc d'abord sous l'esclavage, ensuite dans la colonisation, et puis en 1946, la loi sur la départementalisation, donc on devient justement une région française en tout cas, à part entière. Enfin bon, ça c'est chacun qui voit selon son point de vue, mais bon, en tout cas il y a la loi de départementalisation. En 1982, la loi de décentralisation qui fait que on rajoute justement une instance, en tout cas c'est le conseil régional. En 2010, le référendum sur l'évolution institutionnelle qui fait qu'on lie les deux, le conseil général et le conseil régional. Et en 2015, les premières élections à la CTM, donc la création de la CTM, et en 2015, les premières élections à la CTM. Donc du coup, une autonomie organisée, sachant que tout ce qui est régalien, donc défense, sécurité, éducation, santé, justice, voilà, reste du domaine de l'État français. Tout à fait. Bon, on va en parler ce soir parce que il y a l'article 73, 74, il y a ceux qui disent que en termes de pouvoir, ils n'ont pas assez de pouvoir. Ben, on va en discuter tout ça ce soir. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à son introduction? Non, c'est bon. C'est bon? Oui. D'accord. Ok. Mais pour débuter,
cette émission. Quels sont les principaux obstacles à la transformation institutionnelle en Martinique aujourd'hui, selon vous? Bon, ben, je commence. Pour moi, les principaux obstacles sont la peur de l'inconnu. Par rapport à la peur, il y a deux choses à mon avis. La première, c'est que si on devient souverain, ça veut dire qu'on est amené à faire une nouvelle proposition de gouvernance au monde. D'accord? Donc, soit justement on reste dans un système capitaliste, soit on change de paradigme. Le fait de changer de paradigme inclut que, en termes de groupe, il faut qu'on change nos façons de vivre. Ok? Donc il y a déjà une peur par rapport à ça parce que malheureusement, il n'y a pas de modèle alternatif connu en tout cas, même s'il y en a. Moi, je dis toujours que quand on rentre dans la campagne de Guyane ou au Togo ou enfin en Afrique de l'Ouest, etc., on voit des modèles alternatifs, mais pas à l'échelle d'une nation, d'un État-nation. Ou en tout cas, il y a eu des modèles qui ont existé. On va nous ressortir justement le communisme des Russes, celui de Mao, etc. Bon, moi, je tiens aussi à parler de celui de Cuba, qui me semble être une réussite en tout cas. Donc, il y a déjà une peur par rapport à ça, un changement de paradigme. Et il y a une peur par rapport au fait que c'est, je pense, l'habitude de vivre selon un certain système qui procure certains avantages au niveau de la santé. Contrairement par exemple aux États-Unis, les frais médicaux sont beaucoup moins chers parce qu'il y a une mutualisation justement des moyens qui fait que on peut aller se faire opérer et ne pas débourser d'argent. Une sécurité au niveau aussi du fait que l'école par exemple publique est gratuite. Gratuite, c'est quelque chose qu'il faut mettre entre guillemets, mais en tout cas il y a l'école gratuite pour tous. Quand on perd en travail, il y a une allocation logement. C'est beaucoup de choses qui reviennent et où on va nous sortir le fameux modèle haïtien sur si on devient souverain, est-ce qu'on ne va pas devenir comme Haïti ou encore les îles qui sont voisines, qui sont très touristiques, mais il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de développement qui fait que nous on a quand même un hôpital, on a quand même un assainissement de l'eau, même si c'est très problématique par rapport à la France, mais par rapport à nos îles voisines, on peut se considérer comme mieux lotis. Donc je pense que ce sont des peurs à la fois individuelles et collectives qui se nouent par rapport à un changement, parce que je pense qu'on a aussi du mal à se projeter sur l'avenir par rapport à des modèles alternatifs qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas et qu'on ne considère pas comme satisfaisants. Alors moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit en termes de peur, mais effectivement, quand un humain, même à l'échelle en fait personnelle, ne voit pas quelle alternative ou la finalité de son action, souvent il est emprunt à des peurs en fait, et du coup, c'est un comportement qui est naturel dans notre société, et donc dans la société même, un changement de paradigme, pour pouvoir l'imaginer, les gens ont besoin de le concevoir, de le voir ou d'avoir vu un exemple qui a réussi. Parce que souvent, en tout cas dans nos éducations, on nous montre ce qui n'a pas réussi, ce qui n'a pas échoué, parce que ça arrange en fait ceux qui aiment la situation dans laquelle nous sommes. Donc, le statu quo. Donc aujourd'hui, en fait, pour quelqu'un qui a la conscience qu'il faut sortir de ce dont lequel nous sommes là aujourd'hui, il faut qu'il voit, pour lui, il est difficile d'imaginer autre chose que ce qu'il connaît. Et ça, c'est valable même dans des situations personnelles. Donc, pour pouvoir en se faire, effectivement, il faut qu'il y ait pour moi, ce que je pense, qu'il y ait des groupes de parole, qu'on fasse comme on fait aujourd'hui, en fait, de façon à ce que des idées puissent émerger et que chacun puisse avoir la possibilité d'imaginer qu'autre chose est possible dans un monde, en fait, qui pourrait ressembler à celui-là, mais en meilleur, tout simplement. Donc, la peur est un frein, et puis la possibilité, en fait, d'imaginer et de proposer d'autres solutions. La projection, voilà. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Déjà, moi, je dirais que le changement institutionnel, il ne peut pas intervenir ex nihilo, dans un vague. Il intervient dans une situation. Et à mon avis, un des principaux obstacles, c'est de ne pas identifier le colonialisme. C'est-à-dire qu'on en parle, mais on ne l'identifie pas comme la chose à abattre pour avoir un vrai changement de quoi que ce soit. D'accord ? Donc, quand je dis ça, c'est un peu général, mais il y a deux conséquences. Colonialisme, pour aller dans l'argument de la peur,
a produit en Martinique, aux Antilles, le colonialisme français, quelque chose de très spécifique, qui n'existe pas ailleurs, ou qui n'existe pas dans les mêmes proportions. C'est la forme de domination qu'on a subie, que moi j'appelle, après d'autres, la domestication. C'est pas juste un jeu de mots, c'est quelque chose de pensé, de voulu. On a été un peuple fabriqué et on a été un peuple domestiqué. Et un peuple de domestique, un idéal de domestique. D'accord ? Donc dans ce cadre-là, on nous a formatés à être soumis. Okay ? Et il faut se rappeler aussi que la soumission, on connaît ce texte célèbre sur la soumission, la servitude volontaire de la Boétie qui date des années 1500 et quelques. Donc c'est pas quelque chose ni de martiniquais ni de récent. Je veux dire, la soumission volontaire, la servitude volontaire, c'est un phénomène qui existe. Et le grand sociologue Max Weber dit qu'il n'y a pas de domination s'il n'y a pas soumission. Domination, c'est donner les ordres et obéissance. Okay ? Donc, on a un peuple domestiqué. Ça fait mal de le dire. C'est pas une insulte, c'est une réalité que j'observe. Et donc, ça va dans le sens qu'on dit peur. Un domestique ne se rebelle pas comme ça. D'accord ? Et puis, j'ai beaucoup aimé ce que tu as développé là, Aude. Il y a un manque de pragmatisme chez nos leaders souverainistes. Alors, je constate aussi que tu n'as pas posé, que la question de souveraineté n'est pas encore posée là, hein, mais changement institutionnel, il y a une possibilité avec ou sans souveraineté. Oui. Donc, il faudra... Mais bon, les leaders d'un changement en Martinique se disent souverainistes. Et je trouve qu'il y a un déficit de pragmatisme. C'est-à-dire que, quelque part, les gens je constate dans le mouvement actuel que les gens sont prêts à entendre des choses. Mais tu ne peux pas dire aux gens on va changer si tu ne dis pas comment on va bouffer, exactement, comment l'argent va rentrer, etc. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas faire rêver les gens sur des problèmes aussi vitaux. Et concrets. Donc, ça, c'est un obstacle. Parce qu'on parle de changement, mais on ne donne jamais un contenu. Et les gens sont jamais amenés à réfléchir et à mesurer la possibilité du contenu proposé. Et c'est comme tu disais, les groupes de parole, tout ça, mais les groupes de parole sur quoi ? S'il n'y a pas justement des propositions concrètes. Mais oui, le pain, le plat de lentilles, comme on dit. Oui. Il faut qu'on mange des lentilles, même sous l'indépendance. C'est pas une question de... Il faut avoir une orientation. Hein ? C'est-à-dire qu'il faut avoir une orientation, il faut avoir une base tout d'abord. Il faut avoir une base programmatique pour que les gens puissent sentir que c'est quelque chose de concret. Pas quelque chose de philosophique, d'intellectuel, parce que c'est les élites qui portent ce discours. Donc quand tu touches ton petit revenu à la fin du mois, quand tu vis dans des conditions de logement, de transport, etc., où tu es à l'aise, tu peux parler de changement institutionnel. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Mais les gens là qui sont sous la coupe du truc et qui tirent la langue déjà sous ça, ils Comment l'effectuer alors ? Pardon ? Comment l'effectuer ? Tu parles de prise de parole. Oui, non, mais quelles sont les possibilités ? Alors la parole, c'est déjà quelque chose parce que ça permet de libérer et de donner à plusieurs personnes la possibilité de s'exprimer. Pas seulement les élites, puisque des fois, pas des fois. Jusqu'à aujourd'hui, on a souvent entendu effectivement les élites parler et souvent on entendait derrière le discours, oui, mais ils ne font que parler, ce sont des rêves, ce sont des projets. Oui, et quand on parle de projet, il n'y a pas de concret, parce que ça reste en fait un projet dans le futur, et quand le futur, reste le futur. Donc à un moment, il faut qu'il y ait, tout comme ils décident de faire des réunions, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci, sur les libertés individuelles, comme on a pu connaître les dernières années, on peut aussi décider d'aller vers justement une alternative dans laquelle les personnes se retrouveraient bien et autrement que dans de ce qu'on nous propose aujourd'hui. Seulement, ça c'est de la volonté. En ce qui me concerne, c'est une question de volonté. Je pense sincèrement que, un autre frein, mis à part la peur, il y a la volonté. La volonté des institutions, la volonté politique et la volonté de ceux, en tout cas, que le peuple, que les gens sont prêts à écouter. Alors aujourd'hui, ça change parce que la société évolue. On n'est plus... alors effectivement, il y a le rapport dominé-soumis qui fait que on avait tendance à écouter la hiérarchie qui était institutionnelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui vont
se dire que c'est pas seulement eux qui ont la vérité et que cette vérité-là peut être ailleurs. Donc, l'un des freins a été la volonté des élites. Aujourd'hui, la volonté existe dans plusieurs corps de la société et à plusieurs strates. Donc, je pense qu'il faut maintenant la concrétiser. C'est-à-dire qu'en 2024, on a vu beaucoup de choses qui se sont dévoilées. Ça a permis de faire monter justement la volonté de changer. Aujourd'hui, on devrait peut-être travailler à ce que ça soit du concret, savoir comment on fait. Et il y a des personnes qui ont, comme disait Ulrich, ça existe en fait dans divers pays du monde, même dans divers... même dans le pays même, il y a des sociétés qui s'organisent et qui font autrement. Maintenant, il faut pouvoir les valoriser, trouver des personnes qui puissent mettre ça en avant, y aller aussi, se déplacer si on peut le faire, et puis retourner pour pouvoir concrètement mettre en place ce qu'on a vu ailleurs. Est-ce qu'il y a pas un manque d'ambition, par exemple, de certains élus, des gouvernants, je dirais? Oui, Mais encore une fois, il ne faut pas parler en termes de gouvernants, parce que le changement institutionnel ne vient pas des gouvernants. Ce n'est pas eux qui proposent qu'il y ait un changement institutionnel. Donc, on ne peut pas parler des gouvernants sont pour le statu quo. À la rigueur, avoir un peu plus d'autonomie pour avoir du pouvoir, pour continuer justement à corrompre le peuple. Mais on voit bien justement que ça fait un moment que le débat ne s'est pas posé sur la souveraineté. En tout cas, le débat sur la souveraineté ne vient pas des institutions. Absolument pas. Il vient du peuple. Le peuple qui, au fur et à mesure justement des actions sociales qui se font sur le terrain, met ce sujet-là sur le tapis, mais les institutions, ils ont terminé en fait. C'est réglé pour eux et à la rigueur, effectivement, ils essaient de grappiller un peu d'autonomie pour accéder au pouvoir. Mais on ne peut pas, encore une fois, si on pouvait ne pas parler des élus, parce que les élus ne sont pas du tout concernés par cette situation-là, sinon on le saurait. Si 2024 nous a appris quelque chose, en tout cas moi personnellement, pas appris, a conforté en tout cas ma vision, c'est que effectivement les élites mis en place, en tout cas, n'ont pas donné grand-chose en matière de vision, de visibilité, de possibilité de faire autrement que de ce dans quoi on est. Et on est toujours dans ce qu'on est, dont on est. Depuis quelle année tu as dit au début de ton histoire? 1635. Voilà, c'est ça, en 2024. Parce que je parlais de gouvernance, tu me disais que les gouvernances, disons que n'ont pas fait le travail, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même eux qui ont proposé les articles 73 et 74. Par rapport à, donc ce sont des outils aussi juridiques et politiques pour l'organisation des collectivités ultramarines. Donc il y a quand même eu des propositions. Non, c'est bien ce qu'il a dit. Hein. Le gouvernance aussi. Ça reste dans le bocal. C'est ça. On est encore dans le bocal. C'est des aménagements à la marge, dans le bocal, et pour permettre que... En fait, c'est de la réflexion d'accompagnement. C'est des soins palliatifs, je ne sais pas quoi, mais c'est pas quelque chose qui change, ou quoi que ce soit. C'est comment on fait avec la même chose différemment. Mais on reste dans les mêmes termes. On reste dans le même espace, mais on ne modifie pas les choses. Parce qu'en fait, ce qu'il faut entendre, le changement institutionnel, il y a aussi une légère ambiguïté dans les termes. Pas le fait que tu l'aies posé là, dans les termes. Il faut entendre le changement des institutions, mais un changement qui va se passer dans des institutions. Je m'explique. Un changement institutionnel, c'est qu'on a l'idée qu'on va quitter un système et qu'on va passer à un autre système. Mais ce passage-là, on pourrait prendre par exemple l'hypothèse d'une insurrection. On quitte un système et puis on passe dans un autre système. C'est une insurrection. Mais dans la tête des gens, c'est pas ça, un changement institutionnel. C'est qu'on passe dans un autre système, mais dans un cadre. On est dans des institutions. Et les institutions organisent la manière de changer de modèle. Donc là, on se fait piéger quelquefois, puisqu'on reste dans le même cadre. C'est ça. On change d'article, mais on est dans le même bocal. Donc on change à la marge, c'est vrai, d'article, donc on change d'institution si on veut. Mais non, on reste dans la 5e République française, laïque, gratuite et obligatoire. Et justement, du coup, par rapport à ça, est-ce que justement, c'est ce que les gens veulent véritablement? Il faudrait savoir aussi, est-ce qu'il faut un changement institutionnel ou un changement de paradigme? Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir, il faudrait peut-être se poser la question, chaque personne en fait, qu'est-ce qu'on veut véritablement? Est-ce que c'est vraiment le changement institutionnel? Est-ce que ça changerait quelque chose à ce qu'on vit aujourd'hui? Peut-être
se poser la question en dernier lieu, pardon, et se poser les questions préalables, c'est-à-dire je veux quoi aujourd'hui pour la Martinique? Comment je veux vivre? Ce qui m'est proposé aujourd'hui, est-ce que ça me convient? Bon, on sait que non pour beaucoup de personnes. Ça ne me convient pas. Je veux arriver à quoi? Comment je vais y arriver? Et est-ce que c'est possible dans le changement institutionnel? Oui, non. Moi, Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il est possible? C'est Audrey. Après. Oui, Audrey serait à la mode. Ouais, j'ai la suite. Je Oui. erre. Est-ce qu'il est possible de construire une maison en commençant par le toit? Il faut faire les fondations. Déjà, il faut trouver le terrain. Mais... Je prends Oui. une seule question qui est fondamentale Tout à pour fait. nous, comme pour la France, etc. La question de l'énergie. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui qu'on ait un débat sur l'énergie? Il y a des gens, j'ai vu, qui montent des éoliennes, alors que c'est un modèle qui se casse la gueule partout. C'est ça. L'Allemagne a perdu 17 milliards en 2023 parce qu'il n'y a pas eu assez de vent. La conséquence sur le système global de l'Allemagne, c'est 17 milliards de pertes. Ce système-là, il ne marche pas. Ça veut dire que tous les systèmes d'énergie centralisés ont besoin de constance. Avoir une énergie intermittente, tantôt il y a du soleil, tantôt il y a du vent. Les systèmes centralisés, c'est des coûts supplémentaires pour harmoniser tout ça. Okay? Ça ne marche pas. Où est la réflexion en Martinique pour dire comment on va faire? Ça ne coûte rien, on n'a pas besoin de révolution, ni de changement, ni de gens dans la rue, ni de trucs qui brûlent. Qu'est-ce qu'on met comme système français, avec drapeau bleu, blanc, rouge, drapeau rouge, vert, noir, peu importe. Qu'est-ce qu'on met comme système d'énergie en Martinique aujourd'hui qui soit stable, renouvelable, enfin, voilà, durable? Il n'y a pas 36 000 solutions, il y en a 4 ou 5. Qu'est-ce qui nous empêche de discuter? Moi, je suis un fervent supporter des hydroliennes. On a 2 canaux, un au nord, un au sud. On a 2 fermes d'hydroliennes là. On est une petite société, une ville moyenne d'Europe. Petite société. On n'a pas besoin de solutions à milliards. D'accord? Donc on a un champ d'énergie. Il y a la géothermie, paraît-il qu'il y a des problèmes d'infiltration quand on envoie des trucs pour faire sortir le truc sous pression, un peu comme le gaz de schiste. Mais qu'est-ce qui empêche à des ingénieurs... Moi, je ne suis pas ingénieur. Je suis un anthropologue dans mon coin à faire mes petites lectures, mes petits textes. Oui, la solution pragmatique, avec toutes les informations qu'on a sur le monde, les expériences qu'on a. Où est la solution pragmatique sur l'énergie? La terre. On a 18 000 hectares de terre qui sont disponibles et qui sont pas chlordéconés. 18 000 hectares. Il faut référencer tout ça. Il y a un travail de prospection à effectuer. Ça revient encore à ce qu'on disait par rapport à ce changement institutionnel qui doit être impulsé par la population, par le peuple. Mais c'est à travers aussi, comme tu disais, des discussions, peut-être à travers des conférences. C'est pas juste avoir des prérogatives, des réflexions de cabinets de 7000 km qui vont vouloir proposer certaines choses sans connaître les réalités du terrain aussi. Mais même les conférences, on en a fait beaucoup, ça n'a pas... C'est vraiment passé à la pratique. On a des idées, on a une vision, et maintenant, en fait, on crée des espaces de souveraineté qui sont les nôtres sur l'île. Et qu'on les conquérisse, en fait. Pas qu'on se dise, bon, on va peut-être passer faire ce projet-là, est-ce que vous pouvez nous donner tel fonds qui va venir encore une fois des institutions étrangères? Non, c'est qu'il faut qu'on ait des espaces de souveraineté et qu'on les crée. Mais pas seulement qu'on fasse des conférences, on en a fait déjà beaucoup. Excuse-moi. À mon avis, il y a 2 efforts à faire. Il y a cet effort de contenu, puis je reviens sur ce que tu disais sur les groupes de parole, tout ça. On a à inventer une démocratie. Oui. On a inventé une manière. Les gens, tu appelles à une réunion, tu es dans une mairie, commune, rurale, machin, les gens ne se déplacent pas. Non. Et bon, on a une sociologie de population aussi, vieillissante, etc. Mais on a à inventer une démocratie, quelque chose où les gens se sentent intéressés à prendre le patrimoine pour eux, dire c'est payez-nous, et nous qu'à discuter de bagaille nous. Ça, c'est à inventer, ça n'existe pas. Parce qu'il y a effectivement une population vieillissante, mais également une population réticente aussi
par rapport à ce changement-là, au changement institutionnel. On parlait tout à l'heure là des différents freins, différentes peurs. Donc, dans les mentalités martiniquaises, est-ce une question de peur, de l'inconnu? On l'a déjà un petit peu répondu aussi. Voilà. Mais comment aussi aller au-delà de cette peur, de cette crainte? Alors, comme je l'ai dit, il faut déjà présenter les différents scénarios. Il y a celui où on va passer d'étape par étape. Donc, on va prendre des niveaux, en tout cas. On va acquérir, en tout cas, certains niveaux d'autonomie de façon supérieure. C'est-à-dire qu'on va prendre la santé, on va essayer de régir la santé, on va prendre l'éducation, on va essayer de régir, etc. Donc, en passant justement par les institutions et le cadre dont il parlait, donc le cadre français, on acquérit certaines choses et on est plus ou moins autonome dans la façon de faire, sachant qu'il y aura toujours un préfet qui va quand même contrôler à ce que ça reste légal, selon le cadre français. Et puis au fur et à mesure, on gagne en autonomie et on finit par soit demander une indépendance, soit que de l'autre côté, du côté de Paris, ils disent, bon allez, on leur fait faire un référendum, comme ça on sait s'ils veulent être indépendants ou non. Ok ? Donc ça veut dire que c'est toujours en négociation avec l'État français. Il y a ce mode-là et il y a un mode où, comme il l'a dit, ça va être insurrectionnel. Donc, soit une insurrection, soit à la fois pacifiste et à la fois violente, en tout cas, pour faire en sorte que, radicalement, on décide qu'on s'occupe de tout ce qui concerne les Martiniquais par les Martiniquais. Okay ? Donc, ce sont deux scénarios qu'il faut proposer. Il faut parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui plébiscitent aujourd'hui. Je pense aussi que c'est dû à ce statu quo qui est aussi confortable, concrètement, et qui vont plébisciter le changement insurrectionnel pacifiste. D'accord ? Ou pas forcément insurrectionnel, mais un changement qui va passer par des moyens pacifistes et légaux. Ok ? Mais sauf que, comme je dis souvent par rapport à cela, citez-moi des exemples de changements de paradigme, de changements de système qui se sont faits dans ce cadre-là, dans le cadre de celui qui nous domine. Moi, je ne connais pas. Donc, tant que, historiquement, je n'ai pas cette connaissance-là, je considère que la seule solution, c'est le passage, justement, par une insurrection. Sachant qu'il y a un troisième scénario, c'est qu'il y ait une catastrophe, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit en termes de conflit mondial, et que là, en fait, on n'a pas le choix que de s'autodéterminer. Et là, c'est une troisième voie, mais celle-là, elle est beaucoup moins... elle est encore moins qui ne parle pas parce qu'elle s'appuie sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Parce excuse-moi, parce que tout à l'heure, tu parlais de dialogue. De l'État, mais dialoguer avec qui? Avec les Martiniquais. Est-ce qu'ils écoutent également les Martiniquais? Ou bien avec la gouvernance, comme on disait, la gouvernance souhaite le statu quo. Donc comment ils arrivent à écouter ces doléances-là pour pouvoir les proposer ensuite? Mais ils écoutent parce qu'on a eu 2015, la 7e. Donc ça veut dire que le dialogue se fait. Le dialogue entre les politiques martiniquais et l'État français. Oui, c'est ce que j'ai dit, ouais. Mais de toute façon, le cadre institutionnel actuel, c'est cela. C'est passé par les représentants. Ils ne vont pas écouter le peuple. Ça, ils s'en fichent. Ils écoutent les représentants qui sont élus et avec eux, ils négocient. Et après, comme je l'ai dit, quand il y a des choses qui ne sont pas légales, comme par exemple l'institution du matiniché comme langue officielle, ben là, ils communiquent là-dessus pour dire non. Par contre, ça, non. Voilà, c'est dans ce cadre-là. Oui. Donc, j'avais préparé aussi les différentes... moi, j'en vois 4, en fait. Mais c'est à peu près les mêmes que toi, mais... Donc, il y a un changement négocié entre l'État et les élus. D'accord ? C'est des négociations, et puis après, éventuellement, une consultation. Oui. Ça, c'est un. 2, c'est un référendum d'autodétermination. C'est pas la même chose qu'une consultation. D'accord ? Une consultation, tu restes dans le bocal. Référendum d'autodétermination, c'est voulez-vous sortir du bocal ou pas ? D'accord ? Et... alors là, le référendum d'autodétermination, quoique moi je suis partisan qu'on le fasse parce que voilà, il faut qu'on sache où on en est. Est-ce que les gens sont d'accord ou pas d'accord ? On doit aller. Normalement, le référendum d'autodétermination, il se suffit à lui-même. C'est-à-dire le peuple martiniquais décide et puis point. Mais dans la loi française, puisque c'est la loi française qui va nous accompagner jusqu'au bout, c'est le peuple français qui décide à un moment donné de se séparer de la Kanaki, de la Martinique et tout. C'est-à-dire que même si on voterait dans un sens, la République ne pourra pas nous laisser faire sans un vote des Français. Or, référendum d'autodétermination, il n'y a pas histoire de vote des Français, c'est nous qui votons pour notre avenir. Donc là, il y a un problème. Troisièmement, donc, un schéma insurrectionnel. Donc il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de truc, nous combat et nous, c'est à nous. Et puis il y a un quatrième qui n'est... Bon,
j'aurais dû dire aussi effectivement le cyclone, la catastrophe, mais le quatrième cas pour moi, c'est un changement de régime en France, c'est-à-dire 6e République, qui oblige à revoir les éléments même de la nouvelle Constitution et qui pourrait à ce moment-là, d'emblée, proposer des choses plus concrètes de l'ordre du changement. Donc il y a ces 4 scénarios pour moi, a priori, comme ça. Pour ajouter? Oui, le 4e scénario, je le vois un peu, je ne sais pas s'il arrivera, mais effectivement, quand on ouvre un peu les perspectives et qu'on voit ce qui se passe en France, on pourrait se dire, en tout cas, que c'est latent. Donc c'est vrai. La sortie est là. Voilà, et quand je parlais de pouvoir imaginer ce qu'on n'a pas encore imaginé, c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé sur ce qu'on a connu et du coup on se dit, bon, jusqu'à maintenant ça n'a rien donné. Ça fait partie d'une possibilité qu'on n'avait pas encore imaginée. Et c'est même une des plus importantes, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que là, on parle de changement institutionnel, éventuellement, LFI au pouvoir, bon, ça c'est des hypothèses. Mais quelque chose de plus concret, c'est que l'Europe est en train de se casser la gueule. On en discutait tout à l'heure. L'Europe est en train de se casser la gueule. Du jour où ils ont pété Nord Stream, et donc cassé le schéma économique, le modèle économique européen, d'énergie bon marché russe pour l'industrie allemande et tout ça, machin, Volkswagen est en faillite, Stellantis, etc. Bon, bien sûr, il y a problématique voiture électrique chinoise, mais l'Europe est en train de se casser la gueule. L'Allemagne est en train de se casser la gueule. L'Allemagne est en récession, c'est-à-dire 3 trimestres de suite avec un PIB qui descend. L'Allemagne est en récession, la France va suivre, l'Italie va suivre. Et il n'y a pas de perspective à court terme, parce que tu paies ton énergie, l'industrie c'est de l'énergie transformée. Tu la paies minimum 4 fois plus cher, parce que c'est la même qui passe par l'Inde, etc. Donc le modèle européen est en train de se casser la gueule. Forcément, il y aura un changement en France de par un vote ou de par une situation qui fait que les gens ne pourront pas accepter ce qui va se passer là. Donc, par rapport à tous ces effondrements, j'ai envie de dire, au niveau occidental, voilà, on le constate, on le voit, on voit ce côté, je dirais, sécurité au niveau des économies et tout ça. Il y a quand même, ça devrait être une réussite s'il y a ce changement institutionnel, selon vous. Si on arrive à avoir plus de responsabilités, se désencailler un petit peu de ce prisme-là, eh ben, ça devrait être plus bénéfique pour nous. Déjà, il y a la Caraïbe aussi à côté. Oui, mais on n'a pas de lien, je le répète, on n'a toujours pas de lien officiel avec la Caraïbe. Il y a des petites... Il n'y a pas eu d'entrée auprès du CARICOM, le président de la CTM en discutait. C'est formel. Voilà, c'est formel. On n'est pas de membre de droit de la CARICOM. Je me rappelle le jour, ça date quand même, où Alfred Marie-Jeanne avait accepté de suivre l'ensemble des gouvernements pour interdire le passage des navires nucléaires. Et la Caraïbe dans l'unanimité. Et donc Martinique, en tant qu'observateur machin, dit oui, moi aussi. Coup de téléphone de Paris, pas question. Non, vous votez pour passage. Donc on a été les seuls, tu vois, on nous invite à être membres comme tout le monde pour venir en fait porter la voix de la France dans le truc. Voilà, quoi. c'est ça. Et non. Donc en tant que Martinique, Marie-Jeanne a vécu ça comme grosse calotte. En tant que Martiniquais et Guadeloupéens, on n'a pas notre place, on est des représentants de l'État français dans la CARICOM. C'est des mythes effectivement qu'il faut qu'on déconstruise, parce qu'on a l'impression qu'on est dans la CARICOM. À quel moment vous avez entendu qu'on fait partie des problèmes, des programmes de réparation, des programmes d'éducation, des programmes d'éducation, etc. Non, on n'en fait pas partie. On est consulté, on est consulté, l'État français dit, bon allez, ça, pour ça, on est OK, beaucoup sur la sécurité, on négocie avec, on travaille avec SAPLUCI, d'ailleurs il y a un préfet qui est installé là-bas, pour gérer la sécurité, notamment au niveau des transports maritimes. Mais au niveau factuellement sur les pans de souveraineté, c'est pas le cas. Maintenant, du coup, est-ce que ça peut être une réussite ? Pour que ce soit une réussite, il faut qu'on puisse se penser comme souverain. Exactement. Et aujourd'hui, on ne peut pas considérer, moi à titre personnel, je ne peux pas considérer que c'est une réussite quand je vois que, depuis 2015, on a
atteint une certaine autonomie, c'est quoi le résultat? Moi, j'ai pas vu de grosse différence. Hein. Franchement, qu'il y ait eu un conseil général et régional, et aujourd'hui la 7e, je vois aucune différence. Je vois pas de quelque chose de palpable qui me permet de dire, ah ouais, les choses ont évolué depuis qu'on est passé. Je vois des choses qui sont très catastrophiques, et là, une 7e qui est même incapable de payer le BTP, les associations. Il y a des associations qui risquent de mourir, parce que la 7e ne peut pas gérer ça. Donc, là, effectivement, je peux comprendre du coup le sentiment des compatriotes qui se disent, ben non, en fait, là déjà, on a une certaine autonomie, on n'arrive pas à gérer. Et on n'a même pas encore les choses régaliennes. Ben, à un moment donné. Par contre, les postes de résistance, oui, là, je vois effectivement qu'on réussit à résister dans les crises du Covid, dans la lutte contre la vie chère, etc. Oui, clairement. Mais par contre, sur une gestion par nous-mêmes, non, je vois de la corruption. On sait très bien gérer la corruption, par contre. Est-ce que c'est pas par rapport à la dette de la France, à une certaine crise financière, c'est-à-dire avec une diminution au niveau des subventions, au niveau des aides de l'État? Non. Non, ça ce serait une excuse. C'est comme quand entrer dans le carré, comme c'est un pansement, c'est quelque chose de visible. Mais non, je répète, 2024 a été une année de janvier à décembre. Chaque jour, je ne vais même pas dire chaque mois ou chaque semaine si vous préférez, où on a eu des révélations. Des choses qui ont été montrées. C'était même pas caché, c'était visible. Celui qui ne voulait pas croire en janvier, en décembre, il est sorti changer. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que... Enfin, croire, on peut le dire, hein, mais on ne peut pas croire que c'est parce qu'il y a moins de subventions qu'aujourd'hui, les choses ne fonctionnent pas en Martinique comme ça devrait l'être, ou ça pourrait l'être, parce qu'on a eu un semblant d'autonomie sur certaines choses. On sait aujourd'hui, comme il avait parlé de corruption, donc, en plus, il y a eu des affaires judiciaires, en fait, des choses qui ont été judiciarisées. Donc, même en restant dans le bocal, il y a eu en fait des choses qui ont montré et démontré que c'est autre chose qui se passe à ce niveau-là. Donc, je réponds à ta question en disant encore non. Et il faudrait rajouter. On dit crise de la France, etc., mais il faut aller dans les choses. Je parle du passé, des 2, 3, 10, 15 dernières années. En tout cas, depuis Sarkozy, avec Hollande, et puis maintenant M. Macron, la fameuse crise de la France, le fait qu'on ait cassé l'hôpital public, qu'on ait cassé les services publics, etc., ça ne veut pas dire que la France a moins d'argent. Il y a eu un transfert des fonds publics qui allaient à la communauté vers des poches privées. C'est ça. En 2020, au moment où M. Macron déclare la guerre au Covid, M. Arnault est l'homme le plus riche de la Terre. On n'avait jamais vu ça de Français. Et aujourd'hui, les milliardaires français sont dans le peloton de tête des milliardaires internationaux. C'est-à-dire que la France, globalement, c'est pas approprié. On a pris l'argent qui allait dans l'État pour tout le monde et on l'a mis dans la poche de quelques-uns, y compris en Martinique. D'accord ? Donc cette fameuse crise, c'est une volonté politique qui a eu, qu'on dit ultra-libérale, de casser l'État, soi-disant, puisque l'État, c'est l'État social. La République est sociale, article numéro 1 de la Constitution. La République française est sociale. Je ne dis pas socialiste, mais sociale. Ça, c'est une spécificité mondiale en Occident, d'affirmer le caractère social dans la Constitution, l'article numéro 1. D'accord ? Ils ont cassé l'État, Macron a cassé même jusqu'à la diplomatie, pour dire qu'il fallait vraiment casser le truc et puis mettre tout dans les mains des oligarques, etc. Donc cette crise-là, elle vient de là. Elle n'est pas... voilà. Et maintenant, il y a une autre crise qui arrive, parce qu'il y a eu guerre en Ukraine, etc. Mais c'était une volonté de nous réduire et de nous faire payer les choses, c'est-à-dire augmenter la TVA. Il faut que les gens sachent que la Martinique paye 800 millions de TVA à la France chaque année. 800 millions. On vient nous pleurer sur les 300 millions d'octroi de mer qui sont un impôt d'autonomie, un impôt martiniquais pour la Martinique, parce que la France ne paie pas les collectivités locales, ce qui est son devoir, ce qui est son fonctionnement normal. C'est nous qui payons nos collectivités locales, avec notre argent. Donc, ce n'est pas 300 millions qui t'a fait quoi que ce soit. On paye 800 millions de TVA par an à la France. Il faut que les gens se réveillent un peu. D'accord ? La Guadeloupe paie 400 millions de TVA, parce qu'ils ont eu des ministres au gouvernement et qu'ils ont géré les choses différemment. D'accord ?
Il faut que les gens se réveillent un peu. Ben, quand tu parlais des freins, il y a aussi la méconnaissance. L'absence de connaissance, quand on ne sait pas, eh bien, on ne peut pas supposer, voilà, cette information-là ou d'autres qu'on a pu avoir. C'est le mouvement qui a fait qu'on a été tout à fait. gratté et ça. que les choses remontent. Une fois qu'on a la connaissance, eh bien, à ce moment-là, on peut réfléchir autrement et enlever les freins, justement. Donc, il faut s'instruire. Il faut regarder sous peut-être. Il faut regarder sous peut-être. C'est peut-être ça le changement institutionnel, c'est tout peut-être pour nous couiller en fait. C'est ça. Pensez-vous que le changement statutaire, parce que voilà, pourrait vraiment répondre? Non. Non, on a. Depuis tout à l'heure. Non, c'est-à-dire que je vois tellement d'éléments de réponse depuis tout à l'heure à travers vos réponses. Tellement d'éléments, donc effectivement, non. Non, parce qu'on est toujours dans le bocal. En fait, là, on et est on est toujours même dans allé le plus bocal, loin ouais, tout à l'heure, quand on a parlé de la corruption, par exemple, on a parlé du fonctionnement même qu'on aurait pu déjà développer. C'est-à-dire qu'on parle des fondations. Les fondations, c'est nous, le peuple, comment on fait avec ce qu'on a déjà pour pouvoir évoluer, même sans statut, sans quoi que ce soit. Il faudrait aussi qu'on travaille sur ça, en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce que nous, à notre niveau, nous sommes capables de donner, de fournir pour que on puisse fonctionner convenablement en Martinique. Même aujourd'hui, c'est-à-dire dans les postes que nous avons, dans nos activités, que ce soit un salariat ou pas, peu importe, qu'est-ce que je peux apporter pour pouvoir faire autrement que ce qui existe aujourd'hui et que ça puisse durer même après, si jamais il y a la guerre, si jamais il y a un cyclone, enfin peu importe, tout ce qu'on a dit là, si jamais il y a ça là. Aujourd'hui, qu'est-ce que je mets en place qui pourrait être durable? Là, tu lances le débat. Là, pour moi, c'est là, parce que excusez-moi si j'abuse. Merci tout peut-être. C'est pas tous les jours. Moi, je suis mon idéologie, je dis ça volontairement un peu violemment, mon idéologie c'est le communalisme. D'accord? C'est une idéologie basée sur la gestion des biens communs, des communs. Et qu'aujourd'hui, par rapport à l'évolution des mœurs, par rapport à tout ce qui se passe et tout, aujourd'hui c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. C'est-à-dire, qui s'acquitte à nous, collectivement, pays-tard. Et alors, les biens communs se définissent comme l'ensemble des éléments indispensables à la survie d'une communauté sur un territoire. Qu'est-ce qui est indispensable à notre survie? Nous sommes une société micro-insulaire, une petite île. Qui ça nous besoin pour nous survivre? De l'eau. Je ne sais pas ni de l'eau. Donc, l'eau, c'est un bien commun. Inaliénable. On ne peut pas vendre ça, on ne peut pas privatiser ça. C'est à nous. C'est à nous d'y gérer ça. Après, on va passer la terre, etc., même l'air. Voilà, nos biens communs, ensemble, donc à gérer. Et qui peut définir c'est quoi nos biens communs? C'est nous-mêmes. Dans chaque quartier, dans chaque commune, puis au niveau martiniquais, quoi. Qui ça nous besoin pour survivre? Qui ça ne peut pas? La langue créole, on ne pourra pas faire sans. C'est un élément de survie fondamental pour nous. Tu vois, il y a des éléments matériels, immatériels. Il y a... Et ça, c'est une matière... Ben, c'est tous les jours, nous allons ça. Le transport, j'ai vu le conseiller Boutrin fait une excellente proposition de mettre le transport en commun gratuit. Bon, j'entends les vieux ronchons qui disent mais aujourd'hui, si la collectivité veut aider les gens de leur pouvoir d'achat, c'est ce genre de proposition parce qu'elle ne peut pas donner des chèques, etc. C'est soulager porte-monnaie, c'est mon nom. Or, le peuple a imposé le transport gratuit. On ne peut pas payer TCSP, donc maintenant accompagnons, voyons, tu vois. Donc les biens communs, je pense que ça c'est quelque chose qui n'a pas besoin de, voilà, on peut y aller dès demain. Mais justement, on va prendre cet exemple-là, qu'il faut qu'on puisse déterminer quelles sont nos ressources qu'on communalise et comment on régit cette façon justement de la rendre commune, ok? Et comment on la préserve et comment on la gère. Je vais prendre un exemple. Est-ce qu'on parle de la propriété privée? On parle de la propriété privée pour dire que oui, les Martiniquais, il faut qu'on arrête de vendre, il faut qu'on garde les terres chez nous, on a un problème de division.
Mais qui dit propriété privée dit que c'est un des fondements du capitalisme qui donne le néolibéralisme. Ça veut dire que si on reste dans ce cadre-là, on n'est pas dans une gestion commune de la terre, on est dans une gestion individuelle. Donc chacun va gérer sa terre en fonction. Et donc forcément, ça va donner à ce qu'il y a des piscines un peu partout, alors qu'on est à moins de 10 km de... Chaque Martiniquais est à moins de 10-20 km d'une plage, par exemple. Donc, la propriété privée, on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans le cadre français, c'est logique en fait que tout le monde soit propriétaire de la terre. Mais sauf que dans le cadre d'une gestion d'une île, et pré-colonisation, il n'y avait pas de propriété privée, par exemple. Et c'est logique sur un archipel. Je ne vois pas aucun archipel qui s'est organisé avant les colonisations où il y a une propriété privée. C'est pas logique. Et d'ailleurs, même l'île, ils bougent d'île en île. Et ils bougent d'habitation en habitation. Parce qu'ils ont une gestion commune, effectivement, de la terre, et que la terre ne leur appartient pas, et ils vont au gré des événements sur d'autres terres. Par exemple, ça, c'est un débat qu'on n'a pas, parce qu'on n'est pas dans une pensée souveraine. On est dans une pensée de comment on survit dans le système dans lequel on est actuellement. Alors moi je pense que là-dessus, parce que ça, c'est fondamental. Moi, je pense qu'il y a deux possibilités. Mais on ne va pas collectiviser, je ne pense pas. Par contre, il faut mettre une limite à la propriété privée. C'est-à-dire qu'un individu, par exemple, ne peut pas posséder plus de 50 hectares de terre. Une entreprise, c'est autre chose. Mais un individu personnel, machin, ne peut pas posséder plus de 50 hectares de terre. Ça, c'est une possibilité. C'est-à-dire entre les deux. C'est ça. Entre les deux. C'est-à-dire on est obligé de contrôler quelque chose. Comme tu dis, on ne peut pas laisser libre arbitre. On est un petit pays. Et on a déjà vu des petits pays se saborder à coup d'égoïsme. À travers ton exemple, tu donnais, est-ce que c'était que l'État est censé posséder ou bien chaque personne est censée avoir, mais de manière réduite? À titre personnel, c'est ce qu'on appelle un chef de terre ou quelqu'un qui gère les terres et qui les répartit entre les familles. Et que, par exemple, quand une famille quitte le territoire, ben, du coup, la terre en question est remise à disposition pour pouvoir soit planter, soit faire autre chose, soit la donner à une autre famille. C'est-à-dire que c'est comme ça. Hein. Oui. Mais là, il faut revenir vraiment au fondement, là. Parce que là, c'est quelque chose qui n'a rien à voir par rapport à nos habitudes, c'est pour ça que je dis que à notre fonctionnement. Une famille peut rester, dans ce cadre-là, une famille peut rester sur une terre très longtemps, tant qu'elle l'exploite, tant que les enfants sont là, tant que les générations se suivent, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vu ça au Bénin, etc. Mais tu n'as pas de papier qui dit que la terre, c'est à toi, la terre, c'est à nous. C'est à nous, voilà. Mais c'est toi qui l'utilises, tu as l'usufruit, si tu veux. Voilà. Et donc, à partir du moment où tu usurpes de ta propriété ponctuelle, donc par exemple que cette famille-là décide, comme je l'ai dit, de faire une piscine olympique, là, le chef de terre intervient pour dire non, ça c'est pas dans notre règle, ce n'est pas dans notre charte en tant que peuple, donc en fait on te retire, alors on te sanctionne d'abord, mais si tu finis par le faire, bien, on te retire la propriété de la terre. Là, je vois que comme problème l'individualisme. Mais c'est pour ça que j'ai dit, la propriété privée est le fondement, un des fondements principaux du capitalisme. Donc quand j'entends des personnes justement parler du fait, oui, il faut qu'on sorte du capitalisme, mais véhiculer le fait qu'il faut qu'on garde la propriété privée, pour moi, c'est une dissonance. C'est quelqu'un en fait qui ne sait même pas en fait finalement c'est qu'est le capitalisme. Donc c'est pour ça que ce sont des débats qu'il faut qu'on ait en tant que population pour bien comprendre parce qu'il y a des gens en fait qui ne comprennent même pas ça. Qui ne voient même pas le lien. Il y a une manière très simple d'expliquer ça aux gens. Le capitalisme, c'est l'appropriation. C'est ici que le capitalisme prend son essor. Exact. C'est qu'il vient de s'approprier des terres dans les Amériques, etc. Et nous, on a cette expérience-là. On sait bien que les gars se sont appropriés des terres, qui ne leur appartenaient pas. Et c'est comme ça qu'après tu dis, ouais, mais montez là depuis 1500, comme ça. Oui, mais à un moment, venez au point. Et puis, ben, là, continuez parce qu'au du pouvoir, fait continuer. Je prends souvent cet exemple-là de choses qu'a mis en place le Modemas ou Garza Malsa ou Nado au niveau du prêcheur, que les gens ne comprennent pas. Tout de suite, ce qu'ils voient, c'est oui, mais on ne pourra pas faire de tourisme, etc., etc. Quand il avait proposé que, par exemple, ce soit des chevaux qui acheminent les personnes d'un certain endroit à Sainte-Anne jusqu'à l'étang des Salines. Mais tant qu'on ne comprend pas que c'est parce que l'étang même est en danger au niveau écologique, on se dit, mais non, on ne va pas monter sur des calèches, alors que ça avait tout son sens. C'est ce qu'il a proposé là. Mais c'est parce qu'effectivement, on est passé par, on diabolise, parce que ça c'est néfaste pour les intérêts économiques, notamment de la caste dominante en Martinique. Mais par contre, en fait, on ne débat pas sur quel est le fond de sa pensée. Qu'est-ce qu'il a voulu apporter. Et tant qu'on va rester dans des chapelles et à se dire que je n'aime pas cette chapelle-là juste parce que ça vient de cette personne-là, ben on ne comprend pas le fond et on ne débat jamais, en fait, de qu'est-ce que la souveraineté et qu'est-ce qu'il faut pour un Martiniquais. Il y a un excellent exemple, ça me revient souvent en ce moment.
C'est Pierrot Petit, ancien maire du député du Monde Rouge. Il avait proposé à un moment un téléphérique pour monter sur la montagne. Et tout le monde s'est foutu de sa gueule, y compris moi. Donc, mea culpa, y compris moi. Aujourd'hui, au Prêcheur, on a un investissement de Cap Nord, qui s'appelle le Dôme, qui est magnifique. Hein. C'est un centre de découverte de la nature qui emmène sur une marche de la montagne Pelée. Il y a même des gîtes qui sont creusés dans le Morne. Ouais, le truc est super. Petite boutique, machin bien conçu, avec table d'orientation pour les étoiles. Sauf que la petite route qui emmène là-haut, c'est une route d'agriculteurs, etc. La route, elle est coupée. Elle est coupée régulièrement et là, depuis que le cyclone est passé, donc la route est coupée. Il n'y a pas d'accès. Déjà que même s'il n'y avait pas cette coupure, on imagine mal un trafic. C'est des pentes, c'est des trucs, des virages, on imagine mal un trafic. Donc l'idée, là, et à tous les préchotins qui écoutent, voilà, il nous faut un téléphérique pour apporter des recettes à la commune, qui en manque énormément, et qui va amener un élément touristique comme à la Dominique à l'époque et tout ça, et qui va permettre que l'équipement qui a coûté des millions à Cap-Nord puisse fonctionner. Donc on est gagnant. Sauf qu'à l'époque, on s'est foutu de la gueule de Pierrot Petit. Oui, Pierrot, excuse-moi. Il n'est jamais trop tard. Mais par rapport à ce qui a été dit, merci d'ailleurs, ça me permet d'ajouter qu'il faut aussi du sens. Pour qu'on puisse aller dans un changement, il faut qu'on ait du sens. Et là, quand il y a les explications de la raison pour laquelle on veut faire quelque chose dans laquelle on n'avait pas du tout imaginé et qu'on trouve totalement décousu et fou, une fois qu'on remet du sens dans l'explication et dans l'action, en tout cas, on adhère beaucoup plus facilement. Donc c'est vrai qu'il faut penser, c'est un effort pédagogique qui a à faire, tout à fait, auprès des personnes qui ont justement l'envie de faire des choses en fait concrètes et pas seulement proposer et puis que ça reste en fait dans l'esprit de ceux qui écoutent une idée, mais il faut vraiment travailler sur le sens de l'idée en fait qu'on veut mettre en place pour que les gens puissent adhérer. Et ça, je pense qu'on n'a pas trop travaillé dessus parce que en général, on entend les idées ou on les voit marquées sur un papier, voilà, en titre. Mais derrière, il n'y a pas la raison. Par exemple, tu parlais de Sainte-Anne tout à l'heure. Oui, il y a une raison fondamentale qui ça donne du sens et il y aurait peut-être eu beaucoup plus de... Est-ce qu'il n'y a pas une fainéantise des gens aussi? Une fainéantise à ne pas chercher aussi les formations, mais peut-être aussi une mauvaise communication, parce que tu dis par rapport à, tu parlais des chevaux, est-ce qu'il y a eu les explications, comme on disait, tu vois, que les gens puissent bien comprendre que c'est nécessaire et c'est important? Je ne suis pas, moi sincèrement, je ne pense pas que les gens soient fainéants. Enfin, ça c'est moi, ça c'est vraiment moi. Je ne pense pas que les gens soient fainéants. Il y a effectivement l'envie, mais il y a pour plusieurs raisons. Des fois, tu n'as pas envie de te renseigner sur certaines choses parce que ça ne t'intéresse pas tout simplement. Et moi, je pense que peut-être que souvent, on se dit que l'autre sait. Quand on a une connaissance de quelque chose, on en parle et on suppose que l'autre est comme moi. Et que l'autre est au courant, l'autre devrait savoir. On ne fait pas confiance, on se projette sur l'autre. On fait une confusion identitaire. Alors que non. On a nos connaissances et ça aussi, ça fait partie des choses qu'on devrait faire dans les relations et c'est une chose sur laquelle je travaille aussi et que j'aime bien, c'est améliorer nos relations pour qu'on puisse faire avancer en fait des projets. Et dans ce cadre-là, quel que soit le domaine dans lequel on travaille et dans la pédagogie, il faut qu'on arrête de penser que l'autre sait. Alors, ça n'est pas conscient des fois, mais ça peut l'être en disant mais il ne voit pas ça, il devrait savoir que c'est évident. Ce n'est pas évident, c'est faux. Donc, il faut aussi que nous, quand on a des choses à dire ou qu'on veut en fait porter des idées, qu'on puisse comprendre que la personne qui est en face de nous n'a pas forcément, même si elle a peut-être vu la même chose que nous, n'a pas la même perception. Et du coup, ne peut pas forcément avoir la même logique de pensée que nous. Donc, quand je parle de travailler sur le sens, je pense aussi au fait que qu'on arrête d'identifier l'autre comme la même personne que nous, le même vécu, etc. Donc, c'est déjà ça aussi, on doit faire ce travail-là sur nous pour qu'on puisse travailler nos relations avec les autres et puis faire avancer les projets.
Ouais, c'est ce qui s'est passé de toute façon, ce qu'on constate avec toujours faire confiance à, par exemple, au prisme occidental par rapport au chef de projet qui vient souvent d'Hexagone, et puis c'est eux qui détiennent la vérité, mais ils connaissent pas forcément sur le terrain martiniquais aussi. Oui. Ils ne connaissent pas du tout. Ils connaissent pas Il du faut tout. faire attention à ça parce que moi, ce que j'ai constaté, moi à la base je suis urbaniste. Donc j'ai travaillé sur le terrain en tant qu'urbaniste, etc. Et même mes compatriotes, c'est-à-dire que les intellectuels martiniquais sont souvent des diplômés avant d'être des intellectuels. C'est-à-dire qu'ils répètent des modes d'emploi. C'est ça. Donc finalement, j'ai souvent trouvé des collègues blancs, je dis blancs, excusez-moi, français d'Hexagone, plus intéressés à la réalité sociale, anthropologique de la Martinique que mes propres collègues compatriotes qui fonctionnaient dans le cadre d'un schéma bien établi. On fonctionne. Du scolaire. Ça tourne rond parce que le mode d'emploi dit comme ça, on fait comme ça. Donc l'idée que, parce que le gars vient d'ailleurs, il est plus ignorant, bon ça c'est... J'étudie le discours de l'autonomie, comme disait Pierre Aliquer, les meilleurs spécialisés en Martinique, c'est nous, donc forcément, on a un a priori, vous gars semble, il sortit l'autre bois, il y a un loup qui connaît le pays à passer nous. On a les autres ça toujours. Moi, il y a un projet en Martinique qui me passionne, je ne suis pas dedans, hein, mais je l'observe de loin. C'est des jeunes moins jeunes du Vauclin qui ont lancé un projet survivaliste. Et donc, ils aménagent un espace pour s'y encadrer. Donc, mais dès les premiers mètres du projet, c'est clair qu'il faut que chaque commune ait un espace comme ça, avec déjà des plantes médicinales, des plantes de survie, des choses, des endroits où les gens peuvent mettre des tentes pour s'y courir. Tu vois, une organisation. Je vois, il y a beaucoup plus de métropolitains intéressés à accompagner ces gars-là que de compatriotes. Et je vois comment ils vont loin dans la connaissance du pays. Oui. Parce qu'il faut un endroit qui soit pas sismique, pas ci, pas ça, machin. Et les ressources, c'est comment, à quel moment ça vient. C'est précis. Les gars font un travail extraordinaire. Mais quand ils vont pour propager le truc, je vois qu'il y a plus de métropolitains intéressés. Bon, c'est vrai que l'écologie, c'est un thème qu'ils ont investi, que nous, on n'a pas investi de la même manière. Mais donc voilà, on a ce souci-là. On a ce souci-là. Oui. De toute façon, il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, par rapport à ce qu'on a dit, l'essentiel pour moi, c'est effectivement de recréer du lien sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on est quand même un petit territoire. Donc, on n'est pas obligé d'attendre que les choses se disent sur les médias, que ça se dise par exemple sur d'autres médias en tout cas, pour aller comprendre s'il y a une décision qui a été prise par un maire qu'on ne comprend pas, on peut aller voir le maire tout simplement. On est assez proche justement de toutes nos institutions pour pouvoir aller et créer ce lien-là et créer ces échanges-là. Mais en tout cas, c'est capital qu'on puisse créer ce qu'on appelle en tout cas pour l'instant des utopies, parce que c'est pas encore réalisé, mais que du coup on revoit notre imaginaire, qu'on arrive à se projeter et se projeter sur une Martinique souveraine. Ça permettra au moins à ce que quand on se rencontrera, on pourra échanger là-dessus et se dire ok, par rapport à ce qu'on souhaite pour la Martinique, ça on est d'accord, mais on peut déjà se mettre à agir dans ce sens-là parce qu'on est d'accord que ça on veut le préserver. Donc moi à titre personnel c'est la protection des ressources, c'est effectivement le communalisme. D'autres ne sont pas forcément d'accord. Échangeons là-dessus. Arrêtons de nous bloquer sur le fait que oui mais il faut qu'on passe par étapes pour y arriver. Essayons de partir justement de on est souverain, on a ça. Ok, mais du coup à partir de ce qu'on sait, on sait ce qu'on veut, eh bien, on essaie de déterminer quelles sont les étapes qu'on peut mettre en place dès maintenant, pas en attendant que quelqu'un le fasse à notre place. Dès maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour arriver à cet objectif, cette vision finale-là. Donc, je pense qu'il faut effectivement qu'on travaille sur la construction de nos imaginaires et qu'on voit quels sont nos points communs et qu'on commence justement à construire sur qu'est-ce qu'on veut pour la Martinique. Mais ce sera ton mot de faire aussi. Hein? Oui, c'est mon mot de faire. Audrey. Alors, moi, on est parti de changement institutionnel. Mais c'est vrai que le changement institutionnel, ça voudrait dire qu'on reste en fait dans un cadre. Or, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent sortir de ce cadre pour créer quelque chose d'autre. D'accord ? Donc, en attendant que des tractations ou autre chose se passent, effectivement, je pense que chaque personne devrait agir déjà dans son quotidien sur quelque chose qui sera durable.
une fois que ce sera officialisé, écrit sur le papier ou pas. Et puis, je crois beaucoup au lien. Donc, il faudrait en fait qu'on travaille aussi sur le lien entre nous. La façon dont on parle, la façon dont on se transmet les informations, la façon dont on communique, la façon dont on échange. Parce qu'en fait, je pense que la communication aussi et le lien que nous avons entre nous est très, très important pour qu'on puisse en fait pouvoir se projeter et arriver à des projets viables. Et ça pourrait en fait éviter justement qu'on reste en fait sur des problèmes de personnes et qu'on avance en fait autrement avec des idées qui deviendront communes. D'accord, ok. Super. Kenja. Moi, je dirais qu'il n'y aura aucun changement, ni institutionnel ni autre, sans réflexion sur la colonisation, la colonialité, la nécessité de décoloniser. Et là, je te rejoins, Louis. Décoloniser a commencé par nous, notre imaginaire. Parce que la colonisation, la colonialité, c'est pas que la préfecture ou bien GBH ou etc. Ils ont travaillé sur nous, ils ont domestiqué. Donc, on a un travail à faire sur nous-mêmes. Et ce travail, le lien dont tu parles, que moi, franchement, j'aspire à ce qu'on renouvelle, parce que avec les générations vieillissantes et tout ça, on va se retrouver sans mémoire, on va se retrouver individualisé, atomisé, et même pas avec les mémoires des solidarités anciennes. Les jeunes de maintenant, voilà, ils n'ont pas ça. Donc la question du lien, elle est vraiment en phase avec la question de l'identité. Et lorsqu'il va nous falloir inventer des nouvelles manières de travailler ensemble, arrêtons d'aller chercher les modèles de la technocratie joyeuse, là, des machins, les groupes de travail, machin. Dans notre histoire, dans notre identité, dans notre anthropologie profonde, on a des coups de main, on a des choses. Nous avons nos réponses. Oui, il n'y aura pas de développement parce que nous, on a souffert du moratoire. Notre grand ennemi, ce qu'il faut revoir, c'est ce truc du moratoire où on a dit qu'on met entre parenthèses l'identité et le statut, et puis on va faire de l'économie. Regardez où ça nous a emmené. Il n'y aura pas de développement sans identité. Excuse-moi, Kenja. Oui. On va devoir écouter. Malheureusement. Voilà, sinon il faudra encore faire encore 1 heure. Tout à l'heure, ça clignote. Très bien. En tout cas, nous te remercions d'avoir franchement. participé avec nous ce soir pour la première de l'année 2025. L'équipe de Diagonet. Merci. Merci à vous. D'accord. Et bien, j'espère également, vous, téléspectateurs et téléspectatrices, que vous avez apprécié l'émission de ce soir. Beaucoup d'éléments, beaucoup de réponses. On a vu qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce changement institutionnel. Et voilà, d'abord, ce changement-là doit se faire par nous aussi. Doit s'impulser par nous. Passe par nous. Mais sur ce, passez une bonne soirée et à une prochaine. À la semaine prochaine. Merci.